Le plus gros pollueur de la planète, c'est la Chine. Elle représente en effet à elle seule un quart des émissions mondiales. Le président chinois Xi Jinping a mis l'accent sur le renforcement de la construction d'une civilisation écologique. Les autorités chinoises font des efforts et la qualité de l'air ces dernières années est bien meilleure. Nous sommes le 23 mai 1997. Jiang, un agriculteur chinois de 43 ans dont la famille exploite une petite parcelle de pommes de terre dans la région du Hebei, au centre de la Chine, est forcé de quitter la terre de ses ancêtres. Lui, sa femme et ses 2 filles sont les derniers à quitter leur petite maison dans le village de Zigui, sur le rive du Yangtze. Ils ont été expropriés sur ordre du gouvernement chinois et ils n'ont que 2 mois pour tout quitter avant que leur terre et leur maison ne soient totalement inondées. Et pour refaire leur vie, le gouvernement ne leur offre qu'une pension de l'équivalent de 6 € par mois et 3 000 € pour acheter leur maison. Et cette histoire, eh bien, elle n'est pas anecdotique. Près de 1,5 million de Chinois l'ont vécu lors de la construction d'une des plus grandes prouesses technologiques de l'histoire de l'humanité. La presa de las Tres Gargantas. Den Drei-Schluchtendamm. The Three Gorges Dam. C'est le barrage des 3 gorges. Qui a été construit en Chine entre 1992 et 2006 et qui a provoqué l'inondation de plus d'une centaine de villages aux abords du Yangtze. Et ça, c'est sans même parler des conséquences pour la faune et la flore, qui ont été nombreuses elles aussi, avec notamment la disparition totale du dauphin de Chine en 2006, dont l'habitat a été fortement dégradé à cause du barrage. Le Yangtze, c'est un véritable monstre. C'est le 3e plus grand fleuve au monde et son débit moyen est de 30 000 mètres cubes. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 60 fois celui de la Seine. Imaginez combien de foyers on pourrait alimenter en électricité en y construisant un barrage. Et le tout premier à avoir eu cette idée, c'est Sun Yat-sen. Et Sun Yat-sen, c'est le tout premier président de l'histoire de toute la Chine. Et il a l'idée dès 1919. Mais à cette époque, épuisé par les ingérences des puissances occidentales, les guerres civiles, des changements de régime à répétition, la Chine n'est plus que l'ombre du puissant empire qu'elle a été pendant des siècles. Et elle n'est pas encore devenue la superpuissance économique qu'elle deviendra. Le projet, trop coûteux, trop complexe et donc abandonné. Ensuite, presque tous les dirigeants chinois du XXe siècle, en passant par Mao ou Chiang Kai-shek, rêvent d'installer un barrage sur le fleuve pour soutenir une économie en difficulté. Et Mao en a même écrit des poèmes tant il rêvait de ce barrage. Mais ce n'est qu'en 1992 que, porté par le premier ministre de l'époque, Li Peng, un ingénieur de formation, le projet est finalement validé par un vote du Congrès du peuple. Il est prévu initialement pour produire 10% de la consommation totale d'électricité du pays. Au total, plus de 20 000 ouvriers ont été mobilisés pour ces travaux. Évidemment, la construction de ce barrage, ça a été un véritable casse-tête pour les autorités chinoises, tant il a été complexe. Et d'ailleurs, le budget a explosé, passant de 25 milliards de dollars initialement prévus à plus de 37 milliards lors de la mise en service. Et on comprend pourquoi, tant ce barrage, c'est vraiment celui de tous les superlatifs. C'est le plus cher du monde, c'est le plus puissant du monde, puisque c'est l'équivalent d'une vingtaine de tranches de centrales nucléaires. C'est le plus haut du monde et c'est le plus grand du monde. Et d'ailleurs, c'est même le plus visité au monde. Les Chinois y célèbrent même des mariages tellement sa symbolique est forte. Pour célébrer leur union, ces jeunes mariés ont choisi une cérémonie grandiose, et pas n'importe où, au pied du barrage des 3 gorges mis en service il y a tout juste 10 ans. Et si je vous parle de ce barrage, c'est parce que son histoire, c'est le symbole parfait de tout ce qui se passe en Chine en matière de politique climat. Des investissements massifs, des travaux gigantesques, et le tout à marche forcée, sans prendre en compte les autres aspects de la problématique. Résultat, une production d'énergie bas carbone qui explose avec plus de 2/3 des énergies renouvelables installées chaque année dans le monde qui viennent de Chine. Mais alors comment fait la Chine ? Est-ce que la Chine est un exemple à suivre en termes de transition ? Et est-ce que ce pays va nous aider à atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat ? Je vous explique dans cette vidéo. Car ces sujets, ils sont au cœur de nos questionnements et de nos stratégies d'investissement chez Greengot. Je suis le fondateur et le CEO de Greengot, une institution financière française. Avec Greengot, on vous propose de faire grandir votre épargne en l'investissant dans les secteurs clés de la transition énergétique. Et surtout, vous ne l'investirez plus dans les secteurs du passé, comme les énergies fossiles, qui sont à risque. Et les enjeux de transition énergétique et climatique sont au cœur de toutes nos démarches. Alors reprenons. Bon, le dérèglement climatique, a priori, si vous êtes là, c'est que vous savez ce que c'est. Mais comme un rappel ne fait jamais de mal, on y va. Le dérèglement climatique, c'est un ensemble de modifications rapides et significatives du climat global sur la Terre. Et ces changements, ils sont causés par l'accroissement de la quantité de gaz à effet de serre, comme le CO2 dans l'atmosphère, qui emprisonne la chaleur sur Terre. Et ces changements rapides ont des conséquences extrêmement graves. Des canicules à répétition et de plus en plus fréquentes, l'élévation du niveau des eaux, l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, la difficulté de l'accès à l'eau, des perturbations alimentaires et plein d'autres. Bon, et le rôle de la Chine dans tout ça ? Eh ben, il est très
très important. En 2022, la Chine a émis plus de 12 milliards de tonnes de CO2. Et je sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est 31% des émissions de CO2 mondiales chaque année. C'est presque 2,5 fois plus que les États-Unis et 44 fois plus que la France. Si on considère les émissions historiques, c'est-à-dire la quantité de CO2 cumulée émise depuis le début de la révolution industrielle, la Chine est en deuxième place, juste derrière les États-Unis. Mais bon, c'est qu'une question de temps avant qu'elle passe première, tant ces émissions continuent de croître chaque année. Quand on regarde les statistiques, c'est logique tant ce pays est un monstre. C'est le premier consommateur de charbon au monde, le deuxième consommateur de pétrole et le troisième consommateur de gaz. Et d'ailleurs, c'est aussi le plus grand marché pour la consommation de viande au monde. Donc la Chine fait clairement partie des responsables du réchauffement climatique. Et ça, c'est incontestable. Bon ok, je sais ce que vous allez me dire, c'est normal, ils sont 1,4 milliard, il faut regarder les émissions par habitant. Et puis en plus, c'est l'usine du monde, ils produisent tout ce qu'on achète et en fait, ils émettent pour nous. Ok, c'est vrai, c'est à prendre en compte. Mais il n'empêche que les émissions par personne aujourd'hui en Chine sont largement au-dessus de pays comme la France. Et en plus, ces émissions, elles augmentent très très rapidement. Et les conséquences du dérèglement climatique en Chine sont déjà là. La Chine, c'est un immense pays, quasiment 20 fois la superficie de la France. Donc on y retrouve toute une grande variété de climats et de territoires. Mais tous sont impactés par le dérèglement climatique. Dans le nord du pays, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères. Le désert de Gobi progresse en avalant chaque année 2600 km² de prairies, de forêts et en rendant des terres agricoles totalement stériles. Ce désert provoque même des tempêtes de sable dont certaines atteignent Pékin et sont dangereuses pour les voies respiratoires des habitants. Dans le sud, ce sont surtout les inondations qui détruisent les récoltes et forcent des centaines de milliers de personnes à quitter leur région. Dans les grandes villes du littoral comme à Shanghai, la hausse du niveau des mers et l'érosion menacent les infrastructures et forcent les autorités à construire des digues coûteuses pour empêcher les eaux de monter. Et les températures y dépassent fréquemment les 40 degrés en été. La fonte rapide des glaciers de l'Himalaya perturbe aussi le débit des fleuves vitaux pour l'agriculture chinoise. Et là, je ne vous parle même pas de la pollution de l'air dans les villes qui cause des centaines de milliers de morts prématurées chaque année. Bref, la liste est longue et la Chine en souffre déjà. Et c'est donc pour faire face à ces impacts dévastateurs que le gouvernement chinois a décidé d'agir. En plus, la Chine, c'est le plus grand exportateur du monde et le pays est donc extrêmement dépendant de ses exportations. Et donc forcément, il a encore plus grand intérêt à ce que le monde se porte bien pour continuer à lui acheter ses marchandises. Et c'est pour ça que la Chine a décidé d'investir des milliers de milliards de dollars dans la transition. Rien qu'en 2023, on parle de 890 milliards de dollars. C'est un chiffre qui est juste dingue. À titre de comparaison, le plan d'investissement de la France pour la transition, c'est 54 milliards, mais sur 9 ans. Bon. C'est vrai que les deux économies n'ont pas la même taille, mais quand même. Et les conséquences de ce plan d'investissement massif sont déjà là. Selon le Global Energy Monitor, la Chine est en train d'installer pour 339 gigawatts d'énergie renouvelable. C'est plus que le reste du monde réuni. Et ça représente même 64% du total mondial. Et c'est surtout l'équivalent de 2,3 fois la totalité de la capacité de production électrique installée en France. Et en parallèle de ça, la Chine a multiplié par 16 sa production d'électricité nucléaire. Là aussi, bien plus que n'importe quel autre pays du monde. Et elle a aussi multiplié la longueur de son réseau de chemin de fer par 170% en 12 ans. Et c'est déjà le pays avec le plus grand réseau ferroviaire électrifié du monde. Et le pays s'est enfin lancé dans des programmes massifs de réforestation pour lutter contre la désertification et l'avancée du désert de Gobi avec le projet de la Grande Muraille Verte qui a pour objectif de regagner du terrain sur le désert. Bon, si on résume, les Chinois sont ceux qui émettent le plus de CO2 dans le monde, mais ils sont en train d'investir massivement pour réduire ces émissions. Ils sont en train de reforester leur territoire et ils semblent être de bonne volonté. Ils montrent la voie au reste du monde et en fait on se dit qu'on pourrait prendre exemple sur ce modèle chinois tant ça semble être prometteur. Bon, ok, on a beaucoup moins d'argent qu'eux à investir, mais on part de beaucoup moins loin et donc les besoins financiers sont pas du tout les mêmes. Est-ce que le monde devrait prendre exemple? Est-ce qu'il faudrait pas faire pareil? Évidemment, c'est pas si simple. Bon, malheureusement, en totale contradiction avec tout ce que je viens de vous dire, en 2023, la Chine a augmenté sa capacité de production d'électricité à base de charbon de 50 gigawatts. C'est les 2/3 de toutes les nouvelles centrales du monde entier. Et le pire, c'est que la tendance est même à l'accélération. Le gouvernement chinois, cette année, il a annoncé la construction de plusieurs nouvelles usines de charbon pour une capacité de 70 gigawatts. C'est presque 20 fois le reste du monde réuni. Bon, et dans tout ça, les banques chinoises sont celles qui ont augmenté le plus leur investissement dans les énergies fossiles. Plus 60% entre 2017 et 2022, pour un total de 450 milliards de dollars. Et oui, chez Gringotte, les investissements ont suivi ça de près, puisque c'est notre métier. Et en fait, c'est là tout le paradoxe de la Chine avec le réchauffement climatique. Ils investissent massivement dans les énergies et les technologies bas carbone, mais plus de renouvelables, ça veut pas forcément dire moins de charbon. En fait, l'économie et la consommation des ménages chinoises croissent tellement fort que la hausse de la production d'électricité
d'électricité de source bas carbone, elle n'est pas suffisante pour compenser ça. Et vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous disais que le barrage devait fournir 10% de toute l'électricité chinoise. Et ben en fait, ce chiffre, il est tombé à 3%. Pas parce que le barrage est moins puissant que prévu, juste parce que la consommation électrique des Chinois a explosé tout ce que les autorités avaient anticipé. Donc dans le meilleur des cas, on pourrait dire que les investissements de la Chine dans ses énergies et technologies bas carbone permettent de ralentir l'accélération du réchauffement climatique. Et qu'en fait, sans ça, les émissions de CO2 de la Chine exploseraient encore plus vite et plus fort. Bon, et puis ces investissements gigantesques pour transformer le mix électrique de la Chine, ils ont d'autres coûts. Ils ont un coût sur les populations, avec des millions de déplacés, ce dont on a parlé en début de vidéo pour la construction du barrage. Et ça, contrairement à la Chine, qui est un régime autoritaire, c'est très très difficile à imaginer, voire même impossible dans nos démocraties occidentales. Et d'ailleurs, on ne souhaite ça à personne. L'extraction des minerais et de terres rares, ça a un coût sur l'environnement. C'est peut-être un mal pour un bien, mais dans des proportions aussi massives, c'est difficile à calculer. Et enfin, il y a le coût pour la biodiversité. On en a déjà parlé en début de vidéo avec la disparition du dauphin de Chine, et il y a beaucoup d'autres exemples dans ce cas. En fait, on voit que ce que fait la Chine, c'est pas du tout une solution idéale. Et le dernier point qui, à mon avis, fait qu'on ne peut pas du tout prendre exemple sur ce que fait la Chine, c'est peut-être le plus intéressant. Et il est d'ordre économique, voire même géopolitique. Bon, pour vous démontrer ça, une question. À votre avis, qui est le plus gros vendeur de voitures électriques dans le monde? Facile, c'est Tesla. Elon Musk s'en vante tellement et il doit avoir une bonne raison. Eh ben en fait, pas du tout. Les boss du game là-dedans, c'est BYD. C'est un constructeur chinois qui a vendu presque 3 millions de voitures électriques, alors que Tesla n'a même pas dépassé les 2 millions en 2023. Et sinon, LGWM, Aion ou Li Auto, ça vous dit quelque chose? Probablement pas. Pourtant, ils vendent plus de véhicules électriques que des marques comme Toyota, Mercedes, Audi, Ford ou Jeep. Au total, 6 des 10 plus grands constructeurs de voitures électriques au monde sont chinois. C'est énorme. Bon, et si vous cherchez un constructeur français, sachez qu'il n'y en a aucun dans les 20 premiers. En fait, le gouvernement chinois, il a massivement soutenu ces entreprises dès leur début en leur allouant des milliards de yuan de subventions pour se développer. Alors c'est une excellente nouvelle pour le climat, ça permet d'avoir des véhicules électriques de bonne qualité à moins de 20 000 €, mais c'est une catastrophe pour les constructeurs européens et d'Amérique du Nord. Bon, et pour ceux qui doutent que la voiture électrique soit meilleure que la voiture thermique pour le climat, je vous propose qu'on fasse une autre vidéo sur ça. Et cette technique qu'a appliqué le gouvernement chinois, c'est ce qu'on appelle du dumping. Le dumping, c'est quand on vend à perte des produits ou des services, le temps de tuer toute concurrence qui, elle, n'a pas les moyens de perdre de l'argent sur chacun des produits qu'on vend. Ça a été utilisé par les grands industriels, notamment en Amérique du Nord, dans l'acier, dans le pétrole et dans le charbon, au début du XXe siècle. Et les Chinois sont passés maîtres en la matière. Ils ont fait exactement la même chose avec les panneaux solaires. Aujourd'hui, la Chine construit 77% de tous les panneaux solaires du monde et en exporte une immense proportion. D'ailleurs, là aussi, les 5 premiers constructeurs mondiaux sont chinois. Et devinez quoi? C'est pareil avec les éoliennes, avec 6 Chinois parmi les 10 plus grands constructeurs mondiaux. Et encore une dernière pour la fin, les batteries. C'est la même chose. 2 des 3 plus grands constructeurs du monde sont chinois et le pays construit pratiquement 80% des batteries du monde. Alors, ce dumping chinois, il a des conséquences dévastatrices pour les industries européennes, américaines et même du monde entier, qui ne sont pas autant soutenues par leur gouvernement, ils n'ont pas les mêmes marchés intérieurs, ni même les ressources financières, et surtout, ils manquent de vision stratégique de long terme comme les Chinois peuvent avoir. Mais il faut bien reconnaître un point positif, c'est que ces efforts de la Chine font progresser les technologies et baisser rapidement les coûts. C'est ce qui nous permet à nous, Européens, d'importer des produits et d'accélérer la décarbonation de nos économies. Même si ça se fait au détriment de nos souverainetés économiques, l'impact sur le climat, il est là. Et puis d'ailleurs, sur ce sujet, on pourrait dire que de toute façon, on n'a pas non plus ni de pétrole ni de gaz, et on est déjà dépendant de quelqu'un d'autre d'un point de vue énergétique, même si c'est un peu moins vrai pour le nucléaire. Mais si le gouvernement chinois fait ça, c'est évidemment pas pour nous faire plaisir. En fait, le gouvernement chinois, il est extrêmement pragmatique, et s'il fait ça, c'est qu'il a une excellente raison. Ce que la Chine a bien compris, c'est que le monde est en train de changer. Les Chinois ont compris que les énergies fossiles, ce ne sont pas les énergies du futur. Elles deviennent de plus en plus chères et de moins en moins rentables. En fait, elles sont dépassées par des énergies bas carbone. Les Chinois sont donc en train de préparer leur pays et leurs infrastructures pour avoir l'énergie la moins chère et la plus efficace pour que leurs industries puissent continuer à gagner des parts de marché et leurs consommateurs à en profiter. Et si cette énergie est décarbonée, c'est tant mieux pour le climat, même si c'est pas la priorité du pays. Et puis les Chinois, ils voient aussi l'importance qu'ont pu prendre les pays du Golfe ou les exportateurs de pétrole et de gaz depuis le début du XXe siècle. Et ils se disent que cette fois, c'est leur tour de contrôler le secteur de l'énergie et toute l'influence sur l'économie mondiale qui va avec. Mais ce qui est encore plus intéressant dans cette histoire, c'est de voir que les technologies bas carbone sont enfin prises au sérieux par les grandes puissances du monde. Elles ne sont plus vues comme un poids, mais comme une opportunité. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le climat et ça prouve que l'avenir de ces technologies est radieux. Ça montre aussi qu'il y a un vrai potentiel d'investissement dans ces technologies. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de Gringot en description.